Alors, pour ce qui est en fait de décliner en fait un gaz parfait, on va d'abord se rappeler donc les états de la matière. Donc, il y a l'état solide, liquide et l'état gazeux. On va principalement s'intéresser au gaz, notamment pour en fait ce qu'on va avoir, on va appeler des particules. En termes de particules, ça pourrait être un atome, ion, molécule. Et ce qu'on veut en fait principalement pour caractériser ce gaz parfait, c'est de le voir en fait comme un point matériel. Peu importe son volume, peu importe son entité, c'est un point matériel. Et l'avantage qu'on va observer en fait avec ces particules, c'est qu'elles vont participer à ce qu'on appelle un mouvement brownien. C'est-à-dire qu'elles ne font que bouger dans tous les sens, très agitées, et donc avoir entre elles non pas des attractions et des répulsions, comme on a pu le voir avant sur les champs, mais elles ne vont avoir entre elles que les interactions de choc. Elles ne font que se percuter. Comme elles ne font que se percuter, se choquer, ça va donner donc une force, et cette force, ça va renvoyer la notion de pression, et donc on va travailler sur la notion de pression avec ces gaz. Gaz parfait. Alors, ils ne sont pas parfaits en soi. Ils ne sont parfaits que si ils permettent de travailler ou de vérifier la relation suivante, c'est-à-dire PV égale NR fois T. P correspondra donc à la pression, V c'est le volume du gaz, N c'est le nombre de moles, T la température, toujours en Kelvin, et R ce qu'on appelle une constante universelle, c'est une constante des gaz parfaits qu'on retrouve dans beaucoup de calculs, surtout en post-bac. Mais voilà, en fait, un gaz parfait, c'est celui qui permettra donc d'écrire la relation PV égale nRT, ou tout au moins, on va supposer que le gaz est parfait, car c'est toujours un modèle très hypothétique. Moyennant quelques transformations, on peut aboutir du coup à des formules, notamment la formule du volume molaire. On va donc avoir R fois T divisé par la pression P. Et on s'aperçoit aussi que lorsque la température est à 0, il n'y a pas de pression. Donc en fait, quand on est au zéro absolu, la pression vaut 0. Donc on n'est plus dans un cas de gaz parfait, c'est un cas relativement particulier. Et puis encore, en travaillant, on pourra revenir aussi avec les masses volumiques. Alors pour ce qui est de la masse volumique, justement, si on fait un petit peu le développement mathématique, en jouant un petit peu avec les formules qu'on a déjà apprises en cours, d'un point de vue chimique, d'un point de vue physique, on s'aperçoit que lorsqu'on travaille sur un gaz, la masse volumique, elle dépend de la pression et de la température. C'est-à-dire que la pression du gaz avec sa température vont influer, vont faire modifier sa masse volumique, indépendamment de sa constitution, de sa composition molaire. Donc on va avoir ce qu'on appelle des variables d'état, et donc cette masse volumique, comme on a pu le voir avec la mécanique des fluides, elle va changer en fonction donc, de l'altitude, et c'est pour ça que dans le domaine de l'aviation, par exemple, l'aéronautique, l'aérospatiale, si on prend Thomas Pesquet actuellement, et bien effectivement, on a cette composante qui doit être prise en compte sur la température, moyennant donc les changements de masse volumique. Donc comme on disait tout à l'heure, il y a trois états de la matière, fondamentaux, solide, liquide et gaz. Pour passer de l'un à l'autre, on a deux choix possibles. Soit on apporte de l'énergie, dans le cas où j'ai par exemple un état solide qui doit passer à l'état liquide pour faire la fusion, et après de l'état liquide vers l'état gazeux où on va donc avoir la vaporisation, on doit apporter de l'énergie. On doit apporter principalement cette énergie sous forme de chaleur. En thermochimie, thermodynamique, la chaleur, on va la noter grand Q. Mais à l'inverse aussi, on peut changer donc faire ces changements d'état de manière descendante. C'est-à-dire qu'au lieu d'apporter de l'énergie, on doit en perdre. Donc on va avoir des diminutions de chaleur, on doit avoir des pertes d'énergie thermique, donc des pertes de chaleur grand Q. C'est-à-dire que la notion de température est vraiment prépondérante, elle va vraiment jouer un rôle important en liaison avec la pression, lorsqu'on va parler donc des gaz parfaits, sur les changements d'état. C'est-à-dire que les deux relations, pression et température, vont avoir une énorme influence, puisqu'on va pouvoir, à une même température, mais en changeant la pression, provoquer un changement d'état, et à pression constante, si on fait un changement de température, ce qu'on fait finalement nous au quotidien, faire un changement d'état aussi. Alors ce qu'on sait avec la thermochimie, la thermodynamique, c'est qu'en fait un élément, plus il reçoit de chaleur, plus il reçoit d'énergie, plus il va s'animer, plus il va se mettre en mouvement. Donc c'est-à-dire que la température pourrait être reliée à une espèce d'énergie cinétique interne, microscopique, à la particule. Donc comme on va avoir ces phénomènes de mouvement, on va aussi avoir donc, les particules qui vont au sein d'une enceinte fermée qui vont se mettre de plus en plus à s'agiter, mais ça s'agite beaucoup plus, elles vont avoir plus de choc, et donc plus elles ont de choc, plus elles se transfèrent de l'énergie ou en accumulent. Donc on va avoir l'accumulation, le transfert d'énergie, ça peut se faire entre elles, ça peut aussi se faire sur les parois. Entre elles, élévation de température, échange thermique, et puis sur les parois, on va aussi avoir deux phénomènes. On peut avoir la température, certes, mais on peut aussi avoir ce qu'on appelle la pression, et on va donc avoir une force qui s'applique sur la paroi. Donc nous on mesure la pression, on mesure la force qui s'applique dessus.
Pour faire un petit peu une image très simpliste et très vulgaire, prenez un ballon de baudruche. Vous soufflez dedans, on a le ballon, et ce ballon, en fait, on s'aperçoit effectivement que si on envoie de l'air très chaud, comme une montgolfière, ça peut gonfler. Et pour que ça gonfle, il faut qu'on appuie sur les parois. Donc on doit donner une force supplémentaire, on doit avoir une pression plus grande à l'intérieur. Donc lorsqu'on a un changement d'état, on sait que le changement se fait donc à température constante. Lorsqu'on reprend quelques courbes, c'est ce qu'on appelle le palier, on a des augmentations, il y a un palier de température, à ce palier-là, on sait qu'il y a un changement d'état, les deux états coexistent en passant de l'un à l'autre, en descendant, et après, une fois que l'un des deux états n'est plus, et bien en fait on a la température qui augmente ou qui rediminue le cas échéant. Nous, ce qui nous intéressait, c'est plutôt la phase justement où on n'est pas sur le palier de température, pendant le moment où le système accumule de l'énergie, ou doit en restituer à ce moment-là. On sait que cet échange de température, cet échange de chaleur, grand Q, il est proportionnel en fait à trois choses. Forcément à la masse, puisqu'un objet qui est beaucoup plus massif qu'un objet tout petit ne va pas avoir les mêmes échanges thermiques. C'est aussi fonction de la variation de température, c'est-à-dire entre l'échelle de fin et l'échelle du départ. Et puis le troisième paramètre, c'est ce qu'on appelle la capacité thermique. La capacité thermique, c'est le pouvoir de recevoir ou bien de libérer de la chaleur, de l'énergie thermique, ce qu'on appelle une capacité thermique, petit c au grand c, massique, molaire. Et ces trois choses ensemble permettent de relier donc à la notion de chaleur. Alors maintenant, on va passer à des choses qui sont un peu plus compliquées à cerner sur l'énergie, sur la thermodynamique, thermochimie. On va commencer par l'énergie interne. Alors l'énergie interne, c'est la manifestation de l'énergie d'existence de la matière, alors qui est due au phénomène d'interaction à l'intérieur, électrostatique, magnétique, les travaux, le travail des forces à l'intérieur, des actions mécaniques qu'il y aura entre les différentes particules, et puis l'agitation thermique, grand Q. Donc finalement, une énergie interne qu'on va noter U, donc avec sa variation d'énergie interne, le delta U, c'est la variation donc de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle qu'il y aurait à l'intérieur. Alors ces énergies cinétiques et ces énergies potentielles, elles sont en fonction de l'énergie thermique, de l'énergie élastique, chimique, nucléaire, interaction électrostatique à l'intérieur. Bref, c'est vraiment l'espèce d'énergie de la matière en elle-même. Alors on va essayer donc de comprendre simplement, peut-être même en vulgarisant un petit peu, ce qu'on appelle le premier principe de la thermodynamique. Le premier principe de la thermodynamique, il fait état donc que on ne peut pas perdre de l'énergie. De l'énergie, ça ne se perd pas, ça ne fait que se céder, ça se transfère d'un corps à un autre, d'un système à un autre système, mais on ne peut pas perdre de l'énergie. Donc forcément, comme là actuellement, on produit de la chaleur, cette chaleur n'est pas perdue, en fait elle se transfère à l'environnement autour de nous, qui lui par la suite va retransférer son énergie à un autre système, la table, l'environnement, bref, un autre corps. Donc on fait constamment du transfert d'énergie, il n'y a aucune perte. On ne va pas créer de l'énergie, on peut avoir que la prendre quelque part et la restituer à un autre objet, un autre système. Et donc notre premier principe, il nous évoque que les variations de l'énergie interne, donc l'énergie du système, du corps, elle est égale en fait au travail reçu ou cédé, plus la chaleur qui sera reçue ou cédée aussi. Puisque nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas de travailler sur un moment fixe, mais plutôt sur une variation de l'énergie interne. C'est-à-dire passer d'un corps qui sera dans un état A vers un état B. Peu importe le chemin, ce qui nous intéresse, c'est entre l'état initial et l'état final. Donc on a delta U qui est égal à W, travail, plus Q qui sera en fait la chaleur. Chaleur qu'on a déjà définie tout à l'heure comme masse fois capacité fois delta T. Le travail, il reste du coup à définir ce que va signifier ce travail, vu qu'on travaille sur la notion de gaz parfait. Alors, on va se référer à une action mécanique, avec une notion de force qui s'applique dessus, et on va pouvoir aboutir maintenant à une formule d'énergie interne qui sera un peu plus compliquée. On va essayer par la suite, surtout, c'est d'interpréter. Le delta U, lorsqu'il sera positif, donc supérieur à 0, c'est-à-dire que le système augmente et donc il a reçu de l'énergie. A l'inverse, un delta U qui sera négatif, donc inférieur à 0, c'est donc un système qui a perdu de l'énergie, soit par le travail, soit par l'échange de chaleur. Et cas particulier par rapport à nos gaz parfaits, c'est que si on se place dans une situation où le fluide est un système incompressible, on ne peut pas comprimer, on ne peut pas changer le volume, il n'y a donc aucun travail qui s'applique sur lui. Le travail vaudra 0. Donc, par transformation mathématique, notre delta U, notre variation d'énergie interne, l'énergie du système en lui-même, ça sera donc la masse fois la capacité fois le delta T qui s'applique.
Ce qui signifie que si le système est isolé, c'est-à-dire qu'il n'est pas en contact avec l'environnement, il n'y a pas d'échange d'énergie. Alors on a une conservation parfaite de toute son énergie cinétique.